Très heureuse de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, pour cette messe dominicale. Ce dimanche, je suis en tout cas heureuse de recevoir une compétence de mon pays qui est député national et président du MPCR. Il s'agit de Jean-Claude Vwemba. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Jean-Claude Vwemba. Bonsoir, madame Paulette. Bonsoir au peuple congolais qui vont nous suivre. Très heureuse alors. Vous êtes de l'opposition congolaise, Jean-Claude Vwemba, et ça, moi j'ai découvert aussi que la majorité est plurielle, l'opposition l'est. On vous le dit si bien que l'opposition congolaise est plurielle. Mais dans le monde virtuel, dans un compte Twitter que j'ai lu, la population se pose la question, Jean-Claude Vwemba, est-ce que vous ne pouvez pas proposer à ce peuple congolais d'ici 2016 un seul candidat pour l'opposition politique pour faciliter le choix à ce peuple qui veut à tout prix l'alternance pour 2016? Madame, vous savez, votre question elle est fondamentale tout simplement parce que le peuple congolais a besoin d'alternance. Même si le mot alternance ne se trouve pas dans la Constitution, selon le ministre de la Communication. Non, mais vous savez, tous les constitutionnalistes les ont mis à nu, les ont sortis comme moins que rien, dès lors que ça se trouve, les grands constitutionnalistes tels que les Jacques Ndjouli et tout consort ont dit cette grosse arnaque de supercherie. Mais vous savez, madame, en ce qui concerne l'opposition, à l'heure actuelle, nous nous battons pour le respect de la Constitution. Après cela, nous avons un leitmotiv des élections. Dès lors que les élections seront déjà à vue, en ce moment-là, toutes les Congolaises et Congolais qui ont une certaine vue par rapport à l'opposition, nous pouvons aller aux primaires, nous pouvons aller à un... Bon, malheureusement, nous sommes dans un pays, je dois reconnaître, je dois dire la vérité, madame. En 2011, on était ici à Fatima. À peine que nous avons déclaré Etienne Tshisekedi Mulumba candidat commun du peuple congolais. Vous avez vu, il y a 5 ou 7 personnes qui sont parties à Soulkani pour aller faire leur affaire. On croyait d'ailleurs qu'ils allaient même sortir un. Mais tous les 11 ou bien tous les 7 se sont portés candidats président de la République. Cette fois-ci, le peuple congolais va faire le choix. Ça sera un choix judicieux. Parce que nous ne pouvons pas nous quitter cette terre en laissant ce peuple, en laissant nos enfants, nos arrière-petits-enfants dans cette misère. Madame, le problème, parce que des fois les gens disent que le Vwemba, les Diongo, les Makila, les Faïlou, ce sont des extrémistes. Non! Parce que nous vivons avec le peuple. À vos propres intérêts. Non, madame. Vous faites la politique de haute toi que je m'y mette. Non, si c'était le cas, je crois que ça fait déjà longtemps que ceux qui sont là n'y seront plus. Parce qu'en ce qui concerne les approches, ils le font plus au niveau de l'opposition qu'au niveau de la majorité. C'est pour cela que nous sommes conscients de ça. Même nous, à la dynamique de l'opposition, de la société civile, on est en train de réfléchir. Mais terminons le grand combat que nous avons avec la classe kabiliste et kabylien dans la grande dynastie kabilistique pour que la Constitution soit respectée. Dès lors, madame, ne vous en faites pas, avant le 1er ou bien avant le 15 janvier ou le 15 février 2016, nous allons nous rencontrer et puis nous allons voir s'il faut passer par les primaires, nous passerons et puis nous allons voir par quel mécanisme nous pouvons le faire. Et en ce moment-là, il y aura un candidat qui serait là pour battre le candidat dans le cas d'en face. C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on touche à la Constitution, mais s'il arrivait, vous ne souhaiterez pas, Jean-Claude Vwemba, qu'on revienne aux élections à 2 tours? Mais madame, ça, nous pouvons le faire après 2016. Tout simplement, nous ne voulons pas qu'on puisse toucher à la Constitution. Quels que soient les articles. Pour que, non, je ne dis pas, pour que ça puisse revenir à l'ouverture et à tout cela. Madame, nous avons en face de nous des gens qui réfléchissent autrement et qui veulent à tout prix que M. Kabila perdure au pouvoir. C'est pour cela, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de toucher la Constitution, même par rapport au référendum. Madame, l'article 5 est en train de le dire. C'est le peuple qui va décider. Le peuple va décider. Est-ce que le peuple congolais a décidé qu'on parte au référendum? Pas du tout. Le peuple congolais a décidé que nous puissions changer cela. C'est juste un camp qui ne comprennent pas qui représente ce peuple. Mais, vous le vouliez ou pas, oui, ça représente une portion du peuple congolais. Mais c'est un camp minoritaire. Hein? C'est un cas que le peuple congolais ne veut plus voir aux affaires afin de chercher à d'autres personnes qui vont amener un nouveau réalisme politique. C'est de ça que nous disons, madame, même moi qui vous parle, je souhaiterais que les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces et de la ville
province de Kinshasa redevienne comme en 1960 à travers un scrutin majoritaire, un scrutin direct. Parce que si vous voyez la plupart des gouverneurs qui sont chez nous là, madame, mais ce sont des gouverneurs qui sont arrivés avec autant de matelas d'argent, de la corruption avérée et tout cela. Donc c'est pour cela, après 2016, nous allons faire revenir le deuxième tour qui est un tour essentiel par rapport à la nation. Et expliquer la vision, se mettre en face avec votre combatteur pour que la République sache qui est le président, qui a un projet, qui a une envergure. Parce qu'il faut aussi le dire, madame. De nos jours, un président de la République, c'est pas parce que vous incarnez 197 diplômes d'Harvard et qu'est-ce que j'en sais, hein, que vous avez aussi le charisme. Tout cela, il faut faire rêver, madame. Le Congo a besoin cette fois-ci de quelqu'un qui va leur faire rêver, de quelqu'un qui doit être accessible et surtout de quelqu'un qui doit connaître le Congo profond. Voilà, nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par la rencontre du chef de l'État avec la majorité présidentielle. Le chef de l'État a battu le rappel des troupes pour recadrer sa vision et nous vous proposons dans ce condensé le portrait du successeur de Martin Kobler. Au total, 315 députés et 47 sénateurs, tous de la famille politique du chef de l'État, ont répondu présents à cette rencontre, une première après le mouvement du G7. Saisissant l'occasion, le chef de l'État regroupe toutes les discussions autour de la révision ou non de la Constitution. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est dit, une fois de plus, respectueux des tests du pays. M. Kabila, il va changer la Constitution. Je ne me souviens pas. J'avais évoqué ici, il y a 2 ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Parce que c'était des députés. Ils vont changer la Constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question. Même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir, le droit de chaque député et sénateur de réfléchir et de faire des propositions. Pourquoi pas? Mais je pense que la vraie raison, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur, le président de ce pays, la République démocratique du Congo? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout, pour le dialogue, les élections. Bien avant, les députés et sénateurs ont, par le biais de leurs représentants Kabamba et Shadari Ramazani, exprimé leur attachement au président de la République. La majorité présidentielle se dit déterminée d'accompagner Joseph Kabila dans sa vision traduite dans le bien-être de la population. Le Nigérien Mamadou Sidikou, actuellement représentant spécial de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la MISOM, entendait mission de l'Union africaine en Somalie, serait, selon les sources diplomatiques, le successeur de l'Allemand Martin Kobler. En croire la même source, si sa désignation à la tête de la MONUSCO est confirmée, Mamadou Sidikou pourrait contribuer à l'amélioration des relations entre l'exécutif congolais et la mission onusienne. Lui qui, dans le passé, a eu à assumer les fonctions des ministres des Affaires étrangères et des directeurs de cabinet du président de la République du Niger, un pays africain fragile et membre de l'Organisation internationale de la francophonie, Mamadou Sidikou pourrait être, de l'avis de nombreux observateurs, mieux disposé que ses prédécesseurs à développer une approche diplomatique axée sur la retenue et l'apaisement dans ses relations avec les parties prenantes congolaises, ce en vue de favoriser leur rapprochement dans la perspective d'un dialogue politique inclusif
sans enfreindre à ses missions au regard, entre autres, des résolutions du Conseil de sécurité, de l'accord cadre d'Addis Abeba et même des instructions du secrétaire général de l'ONU dont il serait le représentant spécial en République démocratique du Congo. L'avenir nous en dira un peu plus. Jean-Claude Wemba, vous avez suivi le chef de l'État, son discours. Ça peut vous tranquilliser quand même, parce qu'il a dit en tout cas que non, ce sont que de procès d'intention. Il n'a jamais dit, lui, qu'il allait modifier cette constitution. Donc ça peut vous tranquilliser, vous de l'opposition. Mais madame, ça ne tranquillisera pas seulement l'opposition, y compris dans sa propre famille politique. Les gens veulent dire, veulent entendre. Mais qu'est-ce qui a empêché à M. Kabila de dire que pour 2016, je ne suis pas là, je respecte cette constitution et quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de le dire puisque la constitution le dit. Ça fait un double emploi. Pourquoi il doit le dire puisque la constitution le dit si bien? Inviter les députés et sénateurs de sa famille politique pour leur dire que ce sont des procès d'intention. Mais quand ses amis, en commençant par des tribunes, en commençant par des livres scientifiques, en continuant par recensement, élection et maintenant référendum, ils voient très bien que ces gens-là veulent pousser des gens à aller ailleurs. C'est pour cela que nous disons... Lui-même l'a dit, les raisons sont ailleurs, c'est pas ce que vous évoquez. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je ne commente jamais ce genre de choses parce que je respecte la Constitution. En tant que député national, je le respecte et je vois très mal pourquoi M. Kabila viendra trahir cette Constitution. Il a dit, la trahison ne viendra pas de lui. Il a si bien dit. Mais madame, le problème, c'est pas que... Les raisons sont ailleurs. Ça peut venir à ses amis. Mais il a fallu qu'il puisse dire... Les raisons viendront d'ailleurs. Il fallait qu'il puisse dire quelles sont ses raisons. Que lui n'a pas pu absorber pendant ces 15 ans à la tête du pays. Il ne faudrait pas qu'on commence par dire les raisons viendront d'ailleurs. De quoi, madame? Parce que vous avez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, hein, qui argumente, soi-disant qu'il faudrait envoyer vite fait les gouverneurs ou les vice-gouverneurs ou bien les commissaires spéciaux. Ce sont des mesures exceptionnelles pour que l'État continue à fonctionner. On ne peut pas, dans ces nouveaux provinces, ne pas avoir d'autorité. Mais madame, le problème, c'est pas ça. C'est exceptionnel, c'est pas que ça se fera tout le temps. Peut donner, parce que la Cour constitutionnelle a dit par rapport au débordement, par rapport aux troubles qui adviennent. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle peut nous dire par où? Par travers les nouvelles entités démembrées, là où il y a des problèmes, il y a des problèmes à Beni et à Butembo. Ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Beni, Butembo. C'est là où nos frères, nos sœurs, nos enfants meurent. Et ça fait bien longtemps. Ce n'est pas à Bassan-Koussou. Mais il y a d'autres problèmes, c'est pas seulement les morts. Nous disons. Les morts physiques, mais il y a manque d'eau, il y a manque d'école. Ce sont aussi des problèmes. Le Congo était. Qu'ont d'autres provinces. Le Congo avait 11 provinces, madame. Les 11 provinces ont été chapeautées par des gouverneurs de province. À peine qu'on démembre, il y a des structures qui sont là. La police est là, dans des zones là où il y a des militaires qui sont là, l'ANER omniprésent, ainsi que toutes ces histoires. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on a démembré qu'il y a des problèmes. Non, s'il y a des problèmes, il y a toujours eu des problèmes existentiels depuis longtemps. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, madame, comment un pays tel que le Congo peut manquer 2 millions de dollars pour organiser des élections de gouverneurs et des vice-gouverneurs? Madame, par élection, dans toutes les provinces, c'est 50 000 dollars. Donc, mais bien sûr, 50 000 dollars, maman. Le tout, ça va faire 2 millions et quelques... Pour le 21. Pour le 21 provinces, madame. Nous avons vu la Cour suprême qui a accepté une saisine de la CENI, qui n'était pas d'ailleurs dans son registre, hein, dire que la CENI n'a pas d'argent, appeler le gouvernement à travers le Premier ministre, qui est venu dire qu'ils n'ont pas 2 millions de dollars. Mais cette année, sans rire. Il a déposé le budget, il a dit la ligne budgétaire pour les élections seront respectées. Il y a l'argent pour les élections. Nous les attendons, madame. Madame, depuis que Jean-Claude Wemba a sorti cette affaire depuis plus d'une année et demie, que chaque année, il y a un chapitre de 250 millions de francs congolais attribués à la CENI.
Depuis 2012 jusqu'à ce jour, nous sommes à 1 milliard de dollars. Monsieur Kabila nous dit qu'il n'a que 200 millions de dollars. Et qu'il est prêt pour les élections. Attendez, j'arrive, madame, s'il vous plaît. À partir de ce moment, le gouvernement manque 2 millions de dollars. Ça, c'est une manifestation détestable de mauvaise volonté politique que le gouvernement de M. Matata nous exhibe à longueur de journée. En ce moment-là, si vous manquez 2 millions de dollars pour un appui à la démocratie, c'est bien cela, madame. Qu'est-ce que vous faites? Déposez les bilans. L'État congolais est en faillite. Et curieusement, le président de la République dit qu'il est prêt pour les élections même demain. Mais quelle élection? Parce que les gouverneurs et les vice-gouverneurs, excusez-moi madame, c'est 2 millions. Et M. Kabila s'entend quel? La CENI nous renvoie fin juin son rapport annuel par rapport à tout ce que lui il a pu recevoir du gouvernement. 63 millions de dollars sur le 1 milliard. Alors madame, où est-ce que vous voulez qu'est-ce que M. Kabila veut nous dire qu'il est prêt pour les élections? Nous tous, nous sommes prêts pour les élections, mais en respectant la Constitution. Vous avez suivi le portrait du futur représentant du secrétaire général des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Martine Kobler est partie, mais la majorité, certains de ces cadres accusaient l'opposition d'être noyautée ou chapeautée par Martine Kobler, que vous allez recevoir les ordres chez lui, qui vous donnez de l'argent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on les reçoit deux fois dans vos émissions. Cette fois-ci, avec cet Africain, peut-être qu'il aura une approche africaine de la crise congolaise. Je ne sais pas, madame Paulette Kimutu, si réellement on donnait de l'argent à la MONUSCO. Jean-Claude Vwemba, c'est un garçon qui dit la vérité, qui ne prône et ne respecte que la vérité, je ne l'ai jamais entendu. Bon, comme Jean-Claude aussi n'est pas un parfait courtisan des ambassades, hein, donc je ne sais pas. Mais sincèrement, j'ai jamais entendu que la MONUSCO a donné quelque chose à l'opposition pour ça vous incite à faire des histoires non, pas du contre tout. La République, contre la Constitution. La République, c'est par rapport à quoi, madame? Quand on demande une marche, quand on est en meeting à Sainte-Thérèse-en-Djili, hein, que les éléments du pouvoir viennent pour nous tuer. On en reparlera par rapport au rapport. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens disent? Non. Même, d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à monsieur Mamadou, Mama Sidikou. Mama Sidikou, tout simplement. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de juger quelqu'un qui n'a pas encore exercé. Mais il doit savoir, et il le sait, que le Congo n'a qu'un seul problème, le respect de la Constitution. Mais il est africain. Je repose la question, est-ce que le nouveau secrétaire aura une approche africaine de la crise congolaise? Je crains, hélas, qu'il ne puisse pas aller au-delà, sinon il sera directement taxé d'avoir parti pris sur une partie ou une autre. Mais pour nous, nous n'avons rien à craindre de ce monsieur. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est par rapport au dialogue. Ah, ok. Madame Politique, vous êtes toujours contre le dialogue? Nous sommes à une année de la fin de la mandature, du second mandat de M. Kabila, selon la Constitution. Cela empêche-t-il le dialogue, Jean-Claude Vwemba? Mais le dialogue, pourquoi faire? Quand nous avons demandé à M. Kabila avant les concertations que nous puissions nous rencontrer, pour que nous puissions faire un canevas commun, afin que nous puissions aller aux concertations, M. Kabila ne l'a pas accepté. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de supplier les gens pour aller les voir. Pourquoi faire? Un dialogue au Congo peut amener 6 mois. L'UDP, ça c'est que je sache, quand ils réclamaient le dialogue, c'était pour récupérer leur impérium. Ça c'est un dialogue de 5 minutes. Vous remettez l'impérium à l'UDPS, et puis on ferme les bancs, tant pis, on s'en va. Bon, maintenant le dialogue c'est pourquoi? Quand vous voyez les gens vont faire leur farianette à Venise, là où les gondoles ils sont là pour réfléchir calmement, et puis après ils partent de là pour aller à Ibiza, croyant que les Congolaises et les Congolais ne vont pas les apercevoir. Malheur pour eux, au grand palace qu'ils étaient, il y avait des Congolaises et des Congolais qui travaillaient. Les Congolais sont partout dans le monde. Hein. Et alors, madame, tout ça, et le coût. Un appartement coûte 15 000 $. Une chambre simple coûte 7 000 $. Mais madame, ils peuvent venir à Zongo chez moi, à Kasangulu, à mon village Matanda. Il y a un beau site, il y a le cadre Eriki,
et qui peuvent travailler là-bas. C'est pour cela que nous disons clairement, madame, à quoi sert un dialogue à l'heure actuelle, dès lors que nous sommes habités et censés, madame. À partir du 1er janvier 2016, la pré-campagne électorale doit commencer, y compris pour les candidats présidents de la République, y compris pour les candidats députés nationaux, y compris pour d'autres. Donc, nous estimons que ce dialogue... est sans objet. Vous savez, je suis partisan de Kinzondi, hein, du palabre. Il faut nuancer un tout petit peu. Mais je crois que... Bon, M. Kabila peut prendre 3, 4 ou 5 personnes s'il veut. Okay. Ils font leur dialogue, mais il ne faut pas s'accaparer du peuple congolais à quelque chose que, même dans sa famille politique, les gens ne croient plus. Parce qu'ils disent même, vous partez à l'opposition pour aller leur demander de venir au dialogue. Et nous, vous nous consultez? Ok. Nous continuons donc, mesdames et messieurs. Freddy Matungulu, président national de Congo-Nabisso, est rentré à la terre de ses ancêtres. Plus de détails donc dans ce reportage de Luc Mikomo Kabongatre. Et l'opposition congolaise, par la personne de Martin Fayoulou, se plaint du retrait du tableau qui décomptait, au fait, les jours par rapport au mandat de M. Kabila. Suivons. Un véritable raz-de-marée ce samedi à l'aéroport international de Ndjili. Une foule compacte, sans dessus-dessous, s'est mobilisée pour réserver un accueil à la taille de l'homme en ce début de week-end. Freddy Matungulu, alias le professeur FM, président national de Congo-Nabisso, est revenu sur la terre de ses ancêtres pour, dit-il, s'impliquer dans la vie politique nationale. Apparemment, l'homme a des idées claires sur son engagement politique. Pour moi, c'est un message, un sentiment de grande satisfaction. Je suis de retour au pays. Depuis plusieurs mois, vous avez suivi les différentes positions que j'ai prises sur de grandes questions qui concernent l'avenir politique de notre pays. Et je pense que le moment est venu pour moi de venir faire ce travail à partir du pays de nos ancêtres. Du coup, le professeur Freddy Matungulu prend position par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Sa tendance est on ne peut plus claire. Il est proche et même très proche de l'opposition autour de questions du dialogue et du glissement. Non, mais écoutez, Matungulu sera le reflet de ce que la population congolaise pense sur toutes ces grandes questions. Moi, je le dis, je crois que je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je suis l'émanation de cette population congolaise et je n'aurai pas de position sur les grandes questions qui soient différentes de celles de la population congolaise. Concernant ses ambitions politiques, il use d'un peu de modestie par, dit-il, respect à la population congolaise, mais il ne fait aucun doute. Dans les tout prochains jours, Freddy Matungulu devra se déclarer candidat aux prochaines élections présidentielles et ça, c'est plus que certain. Je ne comprends absolument rien. Et vous savez que notre constitution est claire. Et tout le monde sait que le 20 décembre 2016, nous devons avoir un président élu et qui prêtera serment ces jours-là. Alors nous, au niveau de notre plateforme, la dynamique de l'opposition pour l'unité de l'action, nous avons demandé à tous les partis politiques membres de la dynamique de mettre devant leur siège un panneau, une pancarte où sera inscrit les comptes à rebours. Chaque jour, nous faisons jour J-. Alors, nous étions au jour J-441 et on a vu nos agents qui travaillent dans nos sièges ont vu surgir une Jeep avec des policiers et ils ont commencé à ravir, à prendre ces pancartes-là. Pourquoi? Pourquoi cette inscription gêne tant? Étant donné que nous sommes partis politiques, nous informons à la population, la loi sur le parti politique, la loi de 2004, nous donne comme mission d'informer, d'informer, d'éduquer la population. Nous devons permettre à la population d'avoir une base politique. Quand eux, ils font des marches, des soutiens à M. Kabila, nous avons vu le week-end dernier des marches, et d'ailleurs, il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait pas d'affluence. Mais ils l'ont fait
Est-ce que nous sommes partis les gêner? Nous demandons à la police, aux éléments de la police qui ont pris nos pancartes dans nos sièges, notamment les sièges de l'ESID, de nous ramener notre pancarte. Jean-Claude Vemba, vos premières impressions de l'homme Freddy Matungulu, je crois qu'il est passé vous voir. Quelle impression avez-vous de cet homme? Non, c'est un Congolais frais, un Congolais qui réfléchit, un Congolais qui a le souci. D'ailleurs, il a dit qu'il ne se mettrait que là où l'opposition, pardon, là où le peuple congolais va le diriger dans son ensemble. Or, le peuple congolais aujourd'hui, à 90%... Ça, c'est vous qui le dites, hein, Jean-Claude. Vous avez fait un sondage, vous êtes allé sur terrain pour vérifier une telle assertion. Mais sur l'autre camp, vous direz la même chose. Hein, nous voyons bien ce qui se passe. Nous voyons bien ce qui se passe. Nous entendons très bien nos bases à travers les différentes provinces. Donc, or, à ce jour, le professeur Matungulu a compris que, et il le sait en tant que fils du pays, en tant que fils de la province de Léopoldville, que le peuple est en phase avec l'opposition que par rapport à la majorité. Vous avez dit que la province de Léopoldville, ça n'existe pas, cette province. Madame, vous êtes née d'avant-hier ou d'hier, mais cette province a toujours existé et ça existe dans la tradition Congo. Donc, à partir de ce moment... Non. Là, vous dites nationaliste ou Congo? Là, vous parlez en tant que Congo. Je suis nationaliste. On commence toujours par... quelque part. On commence toujours quelque part. Et alors... Vous le réduisez quand même pas à ça, Freddy Matungulu. Je ne réduis personne, je vous dis moi. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je ressentais par rapport à l'homme? J'ai compris à travers sa tradition, j'ai compris à travers son approche culturelle. C'est ce que je suis en train de vous le dire. Mais il n'a pas besoin de démontrer scientifiquement ou intellectuellement qui il est, puisque, à ce que je sache, quand il était au ministère de Finances, après avoir fait des réformes, d'ailleurs jusqu'à ce jour, que la Banque centrale profite par rapport à la stabilité monétaire. Il avait démissionné à l'époque, si je me souviens bien. Et je crois que c'est un apport très important par rapport à l'opposition congolaise d'avoir justement le professeur Freddy Matungulu, qui est d'une simplicité énorme. C'est très rare quelqu'un qui, avec la renommée qu'il a, qui commence tout d'abord par venir voir ses frères et ses sœurs. En commençant au MPCR, au Mouvement du Peuple Congolais pour la République, en allant chez le MLP de Franck Diongo, il est parti chez l'éveil de Délice Sanga, et puis tant d'autres, l'envol, pardon, et tant d'autres qui viendront. Donc je crois que c'est un grand apport par rapport à l'opposition. La preuve en est que vous adressez quand même à la population congolaise, c'est de l'extérieur. A-t-il, comme vous le dites si bien, l'envergure, le charisme d'être un jour président de la République? Madame, vous savez, le moment venu, nous allons tout voir. Mais aidez cette population. Vous l'avez rencontré, vous l'avez écouté. Mais oui, c'est un grand monsieur. Dites à cette population si un jour c'est un grand monsieur qui peut être amené à exercer des hautes responsabilités dans notre pays. Dans notre pays, ok. Vous avez suivi Martin Fayoulou qui se plaint d'ailleurs que la police se mêle des activités des partis politiques. Cette histoire de pancarte, franchement, Jean-Claude Vemba, cela n'est pas aussi un tout petit peu inciter la population au désordre? Pourquoi mettre cette pancarte-là pour décompter? Puisqu'on le sait. Pourquoi? Madame, ça me rappelle quand on était encore à l'internat. À peine qu'on rentrait, on mettait le moins 75, moins 80, moins 120. Même à l'université. Ces tableaux-là, ça sert à quoi? Juste à ce que nous puissions nous mémoriser, à être prêts dans pas longtemps. Mais la police n'a pas réagi pour rien aussi, cette police. Ils ont peut-être fait une étude, une perspective. Pourquoi ils ont réagi? Ça va inciter la population à faire des troubles, peut-être, on ne sait jamais. Pourquoi ils ont réagi nuitamment? Ils pouvaient venir calmement. Monsieur, cette pancarte nous dérange et nous venons l'enlever. Bon, maintenant qu'on est en train d'écrire maintenant sur nos portails, ils vont venir déboulonner nos portails. Madame, vous savez cette histoire de la police. À un moment, nous devons... La police aussi doit savoir qu'elle est républicaine. Qu'elle est là pour ne pas suivre les politiques, mais elle est là pour réellement être au service de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Si vous voyez ce qui s'est passé à Sainte-Thérèse-en-Djili, madame,
nous avons perdu trois compatriotes congolais qu'on avait induits en erreur, qu'on leur a donné de l'argent, qu'on leur a incité à venir pour nous tuer. C'était ça leur deal. Dès lors que l'opposition, comme les leaders viendront ensemble, et créer la panique, et si possible les tuer par des machettes ou bien par des armes à feu. Mais madame, dépasser ce moment, Dieu merci, les Bissimbi, les Bankoulou n'ont pas voulu que le peuple congolais, qui était venu en masse venir voir les leaders politiques leur parler, n'a pas eu de coup. Mais madame, nonobstant cela, nos trois compatriotes qui ont été tués, qui étaient-ils? Vous avez leur nom? Mais je demande au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Justice, ou bien même au porte-parole personnel de M. Kabila, M. Mende, de nous donner les identités de nos frères qui sont morts, pour que nous sachions qui ils étaient réellement. Nous ne voulons pas suivre, soi-disant, Ouman Reich qui a dit, nous aussi, que Jean-Claude Vouemba l'a dit dès le dimanche soir. Parce que à Ndjili même, il y a même des gens de Ndjili qui ont été contre cette affaire parce qu'ils se sont regroupés à 100 karatékas, militaires, policiers ou qu'est-ce que j'en sais, pour travailler dans cet outil de venir faire la désolation, hein, aux uns et aux autres. Nous allons revenir, donc, comme on est là, ce condensé est consacré. Oh, donc, madame, je terminerai par là. Nous allons revenir, parce que nous allons parler du énième rapport de l'ONG Human Rights Watch, par rapport donc au meeting de Saint-Thérèse, tenu par l'opposition il y a quelques semaines. Et comme vous le savez, Congo Airways a pris son envol. Nous vous proposons donc ce premier vol inaugural. Dans ce rapport, Human Rights Watch dénonce l'implication des autorités congolaises dans cette attaque des partisans de l'opposition réunis à la place Sainte-Thérèse. Ces jeunes qui ont sémé les troubles lors de ce meeting seraient des membres de la Ligue des jeunes du parti présidentiel pour la reconstruction et la démocratie et des supporters de Vita Club de Kinshasa. Ida Sawyer, chercheuse des Human Rights Watch, a affirmé que les personnes interrogées pour raison d'enquête ont expliqué comment elles étaient mobilisées et amenées dans un camp militaire à Kinshasa avant la manifestation. Elle dit également avoir documenté comment les hauts responsables des forces de sécurité et les autorités du PPRD ont recruté ces jeunes afin de perturber le meeting de l'opposition. Le commandant de la police de la ville de Kinshasa et certains agents de l'ANER auraient également pris part à cette attaque. À en croire ce rapport accablant de cette ONG de défense des droits de l'homme, chacun des assaillants a reçu environ 65 $ américains et des instructions sur la manière d'attaquer les membres de l'opposition. Pour ce faire, Human Rights Watch exige que les auteurs de ces attaques qualifiées de graves de violation des droits de l'homme soient traduits en justice afin de répondre de leurs actes. Cet énième rapport de Human Rights Watch vient s'ajouter aux nombreux dossiers de violations des droits de l'homme reconnus à la RDC dans un contexte de répression croissante, a rappelé Human Rights Watch. À noter, la dynamique de l'opposition congolaise avait organisé un meeting populaire le 15 septembre dernier, une manifestation qui avait connu une fin agitée sur fond d'affrontement entre un groupe de jeunes identifiés comme proches de la majorité présidentielle et certains manifestants de l'opposition. Ce que nous venons de vivre, c'est un signe de revitalisation. Lorsque le chef de l'État disait à la tribune des Nations Unies que la RDC est un État, est un pays debout, voilà une preuve. Et moi, en tant que ministre de l'économie nationale, vous savez, l'économie est une grande composante de l'économie nationale. Et donc, quand nous résolvons le problème du transport, nous apportons là une solution sociale. Parce que grâce au transport organisé, il y a circulation de personnes et de marchandises, mais également il y a baisse des prix. Et comme vous le savez, mon combat depuis l'avènement au ministère de l'économie nationale a toujours été celui de voir baisser les prix des billets de transport aérien parce que notre pays passait pour le pays le plus cher en termes de transport aérien intérieur. Ceux qui se sont moqués de nos faibles commencements peuvent se repentir déjà, n'est-ce pas? Deuxième chose, vous avez constaté qu'il
Ce que Kabila a promis, il le réalise, il le fait. Et ce qu'il a fait aujourd'hui là, il en fera encore. Il faut apprendre maintenant à compter. Il faut compter les acquisitions et les acquis. Il y en a deux, visibles, et d'autres, c'est demain. C'est un sentiment de fierté. Nous venons de réussir vraiment quelque chose d'important pour notre pays. Vous savez, le pays a une dimension continentale et l'unité de ce pays ne peut devenir quelque chose une réalité tangible grâce aux moyens de transport. Notre devoir constitutionnel nous demande ce contrôle et ce contrôle aura bel et bien lieu de sorte que nous puissions faire la fierté de notre pays et de notre mission de député national. Jean-Claude Vemba, énième rapport de Human Rights Watch, et on s'y attendait, le porte-parole du gouvernement a déjà réagi, il dit, ben voilà, cette ONG ne fait que rapporter les propos de l'opposition congolaise. Nous demandons à M. Mende de nous amener les identités de nos 3 frères qui sont morts et certains qui sont blessés. À partir de ce moment-là, on dirait que c'est faux. Pour que nous avons besoin de savoir où est-ce qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils étaient et pourquoi ils étaient là. Mais nous sommes dans un pays, on dirait, madame, je ne sais pas. Le procureur général de la République, dans d'autres pays, à peine cette manifestation terminée, aurait déjà dû faire une saisine par rapport à cela, parce qu'il y avait plus de 20 députés nationaux, les Congolaises et Congolais qui risquaient leur mort. Madame, il y a eu des enfants de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans. Certains de nos présidents de parti, les jeunes qui ont encore des enfants de 12, 13, 15 ans, étaient là. Avec, comment voulez-vous venir provoquer un mouvement de foule ainsi? Madame, dans d'autres cieux, il n'y aura plus de gouvernement dans ces pays. On vous parce que plus de 300 policiers qui encerclaient le stade Sainte-Thérèse n'ont même pas venu secourir les gens. La police était restée inactive, selon Inactive, la police était là. Il y a même leur chef de la police, d'après eux-mêmes après, se sont confiés en disant que nous leur avons posé la question, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Laissez-le faire leur meeting. Parce qu'au début, c'était quand nous allons entrer en Djili, pour qu'ils puissent venir le faire, après qu'on nous tue. C'est ça l'expression, madame. Et après, jusqu'à ce jour, ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ne dit mot, ni le ministre de la Justice, ni le porte-parole de M. Kabila, M. Lambert Mende, c'est pour cela que nous demandons au procureur général de la République, donnez-nous les noms de nos 3 frères qui sont décédés, qui sont morts à cause de ces affrontements. À partir de leur identité, madame, nous saurons qui sont-ils. On vous reproche aussi souvent, c'est peut-être une question assez terre à terre, mais une certaine opinion pense que non, vous l'opposition, vous demandez aux enfants des autres, entre guillemets, de descendre dans la rue, mais vous protégez vos propres enfants. C'est peut-être une question terre à terre. Est-ce qu'on vous me dirait que non, vos enfants étaient là au meeting? Ça c'est une... comment je pourrais dire? C'est un rhétorique connu depuis 82 avec l'arrivée de l'UDPS et tout. Nos enfants sont là. Je viens de vous le dire. Il y a les enfants de Pouella et tout ce monde-là étaient là. Il ne faut pas commencer à dire des choses pour le plaisir de le dire. Hein? Certains enfants étaient là. Bon, d'autres sont déjà adultes. Donc, ils ont leur liberté de dire leur choix et consort. Mais eux-mêmes, la majorité, quand ils font ces genres de choses, ils partent chercher les femmes des militaires, des policiers, des agents de l'ANER et consorts. Nous le savons, puisque eux-mêmes viennent nous dire toke kozwa mbongo. Mais baebi ke tozana bangote. Alors soyons sérieux. Madame, ça c'est une affaire très 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 sérieuse. Et je ne comprends pas que le procureur général de la République
puisse jusqu'à ce jour rester insensible. Nous prenons maintenant le volet de Congo Airways quand même. Jean-Claude Vemba, il ne faut pas faire l'opposition pour l'opposition. Le Congo, mon pays, notre pays a fait plus de 20 ans sans compagnie aérienne. Quand même, le gouvernement s'est battu. Il a acheté 2 avions, que ce soit d'occasion, soit, mais bon, c'est moins de 10 ans, donc c'est viable. Le vol inaugural, tout le gouvernement était dedans, donc il fallait pas dire qu'eux ils sont pas montés, mais ils étaient là dedans, ils se sont envolés, donc ils ont pris tous les risques pour dire à la population que nous sommes montés, donc vous pouvez venir. Il faut dire quand même que pour faire 1000 km, il faut commencer par 1. Donc il faut admettre quand même que le gouvernement s'est battu. Madame, donnez-moi 5 minutes. Je vous en prie. Donnez-moi 5 minutes. Madame, vous savez, il y a une grande société d'aviation qui s'appelle LAC, qui ont même un Boeing 337 là-bas, qui est cloué. Où c'est? À l'aéroport de Njili. Oui, qui était revenu de l'entretien. Du checking. Du checking. Madame, de 2. Madame, il y a plus de 100 millions de dollars au concessionnaire Boeing. Non, pas check-in, check-up. Check-up. Non, check-up. Bon, ça c'est... Bon, ce sont des termes anglais. Moi, je suis un francophile. Moi, madame, je ne parle que le français. L'anglais, sincèrement, enfin, bref. C'est le check-up, ouais. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, je crois il y a 1 année ou 2 ans, les représentants de Boeing sont venus pour dire que le Congo avait déjà donné un acompte pour des avions. Et à travers cela, donc, ils pouvaient continuer le deal, parce qu'ils ont encore cet argent qui était à l'époque du Zaïre. Et où se trouve cet argent maintenant? Aux États-Unis, chez McDonald's. Et de 3, madame, le Congo venait de payer, je crois, 50 millions de dollars ou quelque chose comme ça à Air France pour qu'il soit parrainé par Air France. Or, les 50 millions de dollars, il pouvait quand même demander un crédit de 2 ou le 3 ou le 4 aéronefs, qui aurait pu quand même être avalisé par une banque, par la Banque mondiale ou bien par le FMI. On aurait pu prendre des aéronefs neufs. Nonobstant cela, le Premier ministre Matata ne veut pas des véhicules de 10 ans, mais les avions, on nous dit que c'est moins de 10 ans. Pour dire la vérité, madame, j'ai vu à l'intérieur de ces avions-là. Vous êtes monté personnellement? Non, je ne suis pas monté, mais la télévision était là. Ce n'est plus le standard actuel. Parce que le standard actuel de ce gros truc-là, c'est 2 places à l'extrémité gauche, 2 places à l'extrémité droite, et puis il y a 4 places. Mais là, il n'y a que 2 places. Donc c'est un standard déjà de plus de 20 ans, dépassé. Nonobstant là, madame, on dirait que les gens croient que dans ces pays, on n'a jamais vécu. Madame, on était ici, d'ailleurs j'ai vu les ministres Bongo Ngoba, et consorts. Ils étaient là à l'époque de DC-10. De Air Zaïre. De Air Zaïre. À l'époque de Boeing. Et tout ce monde, madame. Air Zaïre était la seconde compagnie africaine. Africaine après Ethiopia Airlines. Donc, nous ne sommes pas venus de quelque part, nous ne sommes pas nés hier ou avant-hier. Et en plus, madame, sincèrement, pour 2 avions d'occasion, mobiliser toute la République, au risque même d'avoir un problème d'avion et de paralyser le gouvernement. D'ailleurs, sur le plan sécuritaire, c'est une faute grave de mettre tout un gouvernement dans un même avion. En fait, si ça sort de Jean-Claude Vemba, cet extrémiste, ces gens-là qui ne sont contents de rien. Et alors, madame, comment voulez-vous? Mais même les responsables de services de renseignement de ce pays ne pouvaient pas aller dire au Premier ministre: vous ne pouvez pas partir au temps comme ça parce que vous représentez la République. Mais ça, c'est grave, aux États-Unis, en fait, pour information, le président ne voyage jamais avec le vice-président dans un même avion. Et à partir de ce moment-là, madame, nous voyons, pince sans rire, la télévision nationale, qui est là grâce aux impôts des Congolaises et des Congolais, de 9h du matin jusqu'à 20h, saluer les Djalelo de deux avions d'occasion. Enfin, mais RTNC, au lieu de promouvoir des émissions, comme maintenant le RTNC est par satellite et tout consort, non, vous continuez à vouloir faire du Djalelo sans le maréchal Mobutu Sese Seko. Nous avons eu des avions, des aéronefs comme ça, sachez, avec des grands commandants tels que les Ilunga, qu'est-ce que j'en sais. Nous avons tout eu dans ce pays, madame. C'est la gestion qui a été mauvaise. Comme disait à chaque fois le président Etienne Tshisekedi,
le projet était terrible, mais malheureusement, les animateurs ont failli. Mais il ne faudrait pas commencer à venir dire aux gens, comme il y a un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit, oh voilà, après Léopold II, c'est quelqu'un d'autre qui amène de l'électricité ici. Soyons sérieux, madame. 2 avions. Il y a des particuliers, des individus, qui ont plus de 20 avions. 20 gros porteurs ailleurs. Et vous, pour 2 avions, y a-t-il des pilotes congolais? Parce que j'ai vu des pilotes étrangers. Est-ce que Congo Airways a des pilotes de nationalité congolaise? Non, pour dire s'il y a des pilotes congolais, il y en a. Il y en a. Mais si Congo Airways les a récupérés, c'est une autre chose, parce que nous sommes dans un pouvoir qui commence toujours par 0-0 par eux-mêmes. C'est fort dommage. D'ailleurs, je regrette même que des gens tels que le commandant Baudouin Rodoino ne soient plus là. Rodoino, les commandants tels que Hector Delvaux Mafuta Gizola ne soient plus là. Il y a tant d'autres. Bon, mais madame, j'ai entendu le ministre Bahati, et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un grand frère, dire qu'il fallait un avion, il fallait des avions pour que on puisse baisser les prix. Puisque vraiment nous sommes le pays au tarif intérieur très très cher. Mais qui fait l'index de prix du transport? Même le bus que nous avons ici. C'est l'État lui-même. Mais c'est l'État lui-même. À travers quel ministère? De l'économie. Là où se trouve le professeur Bahati. Alors comment vous pouvez vous faire la rakiri comme ça? Et puis, madame, sincèrement, comment voulez-vous un billet d'avion? Kinshasa Goma est plus cher qu'un billet d'avion Kinshasa Afrique du Sud. Donc, tout cela parce que, bon, je ne sais pas à leur réunion de Troïka s'ils se rendent toujours compte ou bien s'ils travaillent toujours sur le PIB, sur la croissance, mais le ministre de l'économie est là pour ça. Suivre tout l'index de prix au Congo. Mais il ne faut pas enfoncer le pays, nous sommes suivis quand même de partout. Le vice-ministre du plan, le tout nouveau Franklin Chamala l'a dit, il y aura d'autres avions, ça viendra. Hein, il faut quand même contre ces avions souffler un peu, donner un peu de tonus. Qui est contre ces avions? Madame Paulette. Ça viendra, 2, 3, 4, 5, d'ici là, on va acheter. Je pose la question. Jean-Claude Vouemba vous a dit qu'il était contre ces deux avions? Hein? Jean-Claude Vouemba n'est pas contre. Mais à quel prix? À quel coût? Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas. D'autres disent d'autres prix, d'autres disent ailleurs, d'autres font cela. Non, nous ne savons pas. C'est à peu près 80 millions de dollars. Nous savons simplement, madame, que ces 2 avions étaient des avions de Alitalia. C'était des avions qui étaient d'ailleurs pour un grand homme d'affaires, un industriel italien, Silvio Berlusconi. C'était à lui? Oui, c'était à lui. C'était des avions qui travaillaient pour sa chaîne Canal 5 et tout consort. Mais madame, ne croyez pas parce que vous amenez quelque chose ici, les Jean-Claude Vouemba, les José Makila, les Franck Diongo, les Moïse Monidela, aujourd'hui. Directement, nous partons pour savoir d'où vient cette affaire. Donc, madame, tout cela, à un moment ou à un autre, nous allons nous rendre compte que ces avions-là ont été surfacturés. Et il n'y aura pas de punition, il n'y aura pas de sanction. Mais madame, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir des sanctions dès lors que le procureur général de la République n'a pas toute la liberté, toute la latitude de suivre les affaires de l'État? C'est ça ce qui est grave. Parce que quand vous voyez les ministres, les responsables politiques de la majorité s'ingénier contre les uns et les autres, en leur disant que c'était des voleurs, ils ont bénéficié, ils ont fait ça, et jusqu'à ce jour, le procureur général de la République ne fait rien. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs. Donc, pour la RTNC, vous êtes contre... il faut aussi dire qu'il y a maintenant la télévision francophone russe qui arrive, pour la RTNC, qui est diffusée partout. Et on vous voit de 9h du matin jusqu'à 20h pour célébrer 2 avions d'occasion, peut-être même de plus de 10 ans. Parce que quand nous allons bien voir, nous allons peut-être nous rendre compte que ça a 10 ans ou 11 ans. Ok. Le message est déjà passé. Pour se condenser, donc 2 réactions, celle de Bahati Lukwebo sur la non-organisation des élections et celle de Gabriel Chabani, président du groupe Chabani Record Media Group, sur les taxes intempestives de la DGRAD. Surtout que nous ne
sommes restés que sur les irrégularités. Toutes les parties opposées étaient au rendez-vous. D'abord, ce sont ces irrégularités dites criantes soulevées ici par la demanderesse. Quand l'agent de fisc doit se rendre auprès d'un assujetti, c'est d'abord par un avis de passage qu'il écrit. S'il y a des observations, on passe par le redressement, ce qu'on appelle l'avis de redressement. C'est ce qu'on appelle la procédure amiable entre l'assujetti et l'administration. Vous remarquez que dans la saisie, le receveur dit ceci. Selon son propre courrier, dit que l'autorisation, selon l'autorisation de madame la directrice principale. Mais nulle part, il y a eu cette autorisation. La République, quant à elle, a du mal à cerner même le dossier. Chabani Record doit à l'État congolais une taxe sur l'autorisation d'exploitation des chaînes de radiodiffusion sonore et télévisuelle commerciale. Elle a perçu de la DGRAD, mieux du receveur de la DGRAD, la note de perception pour paiement de la dite taxe citée tantôt. Elle n'a jamais payé. Visiblement, la défense est plongée dans une confusion la plus totale. L'autorisation dont elle fait allusion ici relève du ministère de la Communication et non de Pété-Antique. Une confusion qui frise le manque de sérieux, l'un des caractéristiques, diraient certains, de l'administration congolaise. Pour preuve, Chabani Recording avait adressé une correspondance à la DGRAD en date du 17 août pour un arrangement à l'amiable, mais hélas, ce n'est qu'après 50 jours, presque 2 mois durant, que cette régie va se manifester, une manœuvre illicite en vue d'infliger des pénalités à la télévision haute définition. Congo Web TV déplore cependant cette double taxation dont elle est victime. Tenez, la division urbaine de Pété-Antique et la DGRAD, ainsi que le secrétariat général de Pété-Antique, d'un commun accord avec la même DGRAD, ont facturé au cours d'une même période la télévision Congo Web. Et pourtant, la télévision haute définition s'était déjà acquittée de son devoir. Alors, pourquoi payer encore une autre facture pour la même période? Voilà la pomme de discorde. La vérité est simple et l'erreur compliquée, diraient les plus avertis. J'ai entendu de ce n'est pas normal. Ici, nous sommes... Le gouvernement exécute le budget tel qu'il est voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Je pense que, en toute sincérité, moi, en tant que membre de la Troïka, je sais que régulièrement, des fonds étaient mis à la disposition de la CENI. En tout cas, un calendrier, un document de décaissement avait été approuvé et il était exécuté régulièrement par le ministère des Finances. En tout cas, à ce que je sache, la CENI a toujours reçu des fonds du gouvernement. Mais pourquoi on n'organise pas les élections? Mais là, il faut poser la question à la CENI et moi je dis que la CENI, en tout cas, doit assumer sa responsabilité. Moi, je crois que c'est de la faute de la CENI. Il ne faut pas chaque fois chercher la faute du côté du gouvernement. Moi, je vous dis qu'à plusieurs reprises, j'ai lu un rapport par lequel il était mis des fonds importants à la disposition de la CENI. Des montants allant jusqu'à 20 millions de dollars le mois. Jean-Claude Wemba, vous avez suivi Bahati Lukwebo, le ministre de l'économie, qui parle, qui nous révèle d'ailleurs, peut-être c'est plus un secret de polichinelle, que le gouvernement, son gouvernement, donne l'argent à la CENI. Donc la CENI n'a pas à dire aujourd'hui qu'elle n'a pas l'argent pour organiser les élections. Nous sommes en pleine session budgétaire. Nous allons appeler monsieur le ministre Bahati de venir très bien nous l'expliquer, parce que nous savons que chaque année, le chapitre CENI, le gouvernement perçoit 250 millions de dollars. Alors, si ce sont ces 250 millions de dollars, nous le saurons. Si ce n'est pas ça, depuis 1 année et demie que Jean-Claude Wemba ne cesse de le dire partout où il passe, c'est dommage que j'ai laissé à Kassangoulou le projet de bilan. Mais j'aurais encore pu vous montrer le même montant. 250 millions de dollars.
Madame, je ne sais pas où est-ce que M. Bahati a pu prendre que la CENI vient de faire son bilan annuel 2014-2015. Juin 2014, juin 2015. 63 millions de dollars que le gouvernement congolais les a transmis. Alors, M. Bahati parle de quel montant d'argent qu'il donne à la CENI. Je ne sais pas. Entre les deux, donc, qui ne veut pas des élections en RDC? On a l'impression que quelque part, il y a une main noire qui ne veut pas que les élections s'organisent paisiblement et calmement dans ce pays. Madame, le problème, c'est quoi? Là, nous sommes là, madame. Nous devons respecter la Constitution. La CENI est là pour organiser les élections. Le gouvernement central est là pour lui remettre ce qui est de son droit par rapport au budget qu'il envoie à l'Assemblée nationale. Mais comme le gouvernement ne remet pas, la CENI va se plaindre où? En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Où va se plaindre la CENI? Quand nous voulons inviter le président de la CENI à l'Assemblée nationale, on nous rétorque que nous n'avons pas le droit. Mais pour avoir leur agrément, ils passent par l'Assemblée nationale. Et de deux, madame, à chaque fois que nous appelons le ministre de l'Intérieur pour venir nous parler de la CENI, il dit que la CENI est une institution indépendante. C'est à elle-même de venir ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Heureusement, cette fois-ci, je crois, le bureau de l'Assemblée nationale, nous sommes à une année des élections. Mais vous avez suivi le Premier ministre, il est allé déposer le projet de budget, la ligne budgétaire, il a dit sera vraiment cette fois-ci respectée par rapport aux élections. Bon, il a donné sa parole. Les lignes budgétaires qui n'a pas respecté. Et la reddition des comptes sera contrôlée cette fois-ci, rigoureusement, comme l'a dit Obem Minakou. Les lignes de... Lignes budgétaires. Les lignes budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015 qui n'a pas respecté. Quelle sera son sanction? Ça, c'est les sanctions que lui est prêt à accepter. Non, mais madame, nous sommes dans un pays là où on ne sanctionne pas. Le Premier ministre, je vais vous dire que cette fois-ci, la ligne budgétaire serait acceptée. Bon, oyoye, alanda kite. Tosalaye, nini. C'est à vous de voir, hein. Vous êtes député national. Nous, mais madame, on vous a donné le mandat pour ça. Vous mais madame, quand le bureau de l'Assemblée nationale, le 380 ou 300, bon, ils étaient 380, je crois maintenant ils sont 290 et quelques, des députés de la majorité refusent qu'il puisse y avoir des contrôles parlementaires. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Vous voulez que le pays se meure? Vous voulez tuer la RDC? La RDC ne peut pas être tuée parce que nous sommes là, nous allons toujours la défendre. Nous allons toujours dire ce qui ne va pas dans ce pays. Hein, que ce soit les responsabilités des autres puissent être mises à nu. Je vous pose la question clairement. Il y a à peine un mois, le Premier ministre était à la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, qui ne coûtent que 2,5 millions de dollars. Et maintenant, il vient nous dire que cette fois-ci, et vous avez repris la phrase du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obem Minakou, disant que, enfin, cette fois-ci, on va faire ça. Mais et les fois dernières, madame, qu'est-ce qu'on va maintenant dire aux gens qui sont morts parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce qu'il n'y a rien? Madame, si vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte, heureusement, l'éducation nationale, cette fois-ci, a pu avoir 15% et demi du budget de la nation. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est le standard qu'on nous a demandé depuis 2002 pour que le budget de la santé, de l'éducation et de l'agriculture puisse atteindre les 15%. L'enseignement primaire, l'éducation a atteint 15%. La santé, 8%. L'agriculture, 3%. Mais où est-ce que nous allons? Et par rapport au procès qu'intente M. Chabani à l'institution des Gérard, vous comprenez un peu son coup de gueule par rapport au texte intempestif? Mais ce n'est pas un coup de gueule, madame. Comment voulez-vous un pays, un gouvernement qui doit commencer à faire de l'injustice par rapport à ces hommes d'affaires congolais qui ne sont plus nombreux, qui se comptent sous le bout du doigt, puissent être harcelés, qui puissent être maqués par l'État congolais? Comment voulez-vous la directrice de la DGIRAD qu'on lui écrit et qu'elle répond 3 mois après?
dans toutes les notions du managériat, la première chose à faire le matin quand vous arrivez, c'est votre courrier et de répondre directement. Même le Premier ministre, il répond quand vous l'envoyez un courrier, il répond rapidement à Matata Pogno. Au plus tard, voilà. Mais je le dis. On peut le lui reconnaître. Je le dis. Même le Premier ministre, parce que nous lui envoyons beaucoup de courriers par rapport aux doléances des Congolaises et des Congolais. Avant une semaine, vous avez la réponse du Premier ministre. Mais la directrice générale de la DGRAD, a-t-on faire attendre quelqu'un qui est déjà en proie à un procès 3 mois pour lui répondre? Et puis, si j'ai bien compris, Congo Web avait déjà payé ses taxes qui étaient distillées par rapport au PNTIC avant que le ministre Kinke Moulumba vienne pour les augmenter, pince sans rire, de 4 000 et quelques par an à 20 000 et quelques. Au lieu de s'arrêter là, il demande maintenant tout ce que les sociétés de télévision, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas Congo Web, il n'y a pas que vous, madame, il y a Digital et tout ce monde-là, et maintenant, il leur fait arriver qu'ils repayent les mêmes taxes en augmentant maintenant de leur valeur, au lieu de commencer là où il a commencé, 20 000 $. Alors, c'est pour cela que nous disons simplement que c'est une aberration et que cette dame-là de la DGRAD doit subir un contrôle pour savoir pourquoi tout d'abord, répondre 3 mois après, si c'est vrai, ça a été vraiment nécessaire, et puis entre le NPTIC et les ministères de l'information qui sont en train de se mêler des taxes et consorts. Vous avez même vu dans votre reportage que la défense ne parvient même pas à se justifier, parce qu'il n'y a rien à justifier. Mais madame, vous savez, j'étais avec un directeur général adjoint. Mais les textes permettent quand même à l'État de récolter l'argent. Mais madame, c'était à 3 000 ou 4 000 $ par an. Vous le faites monter à 20 000 et puis vous demandez à Jean de faire rétrocession à partir d'il y a 5 ans. Ça n'existe pas. Dès lors qu'il y a une loi qui fixe le prix, vous commencez à partir de cet instant. Madame, vous savez, il y a un... Vous avez confiance en notre justice que cette fois-ci on peut trancher favorablement, parce que c'est quand même des entreprises qui nous font travailler. Madame, le problème de la justice, ce n'est pas que les gens qui sont incompétents. Non. Ce sont des grands magistrats. Mais malheureusement, l'État congolais, la politique, les incite encore à avoir un peu de qui-vive, sinon demain ils ne sont plus là. C'est ça le problème qui tue ce pays. Il ne faut pas mâcher les mots, Franck Diongo. Oui, Franck Diongo, c'est mon jumeau. Ne vous en faites pas. Les gens sont habitués à m'appeler Franck Diongo, et Franck Diongo l'appelle Jean-Claude Vouemba. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Donc vous pensez que la justice congolaise est facilement... ça se corrompt facilement. On corrompt facilement. Non, moi je parle pas de la corruption. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi je parle pas de la corruption. Moi je parle tout simplement des injonctions politiques. Ok. Parce que, madame, vous savez, la corruption, des fois, avant de le dire, il faut aussi avoir de preuves. Mais je dis tout simplement, dans le cas de ce sujet pour, Digital, Congo Web, Molière et tout consort, bon, je sais même pas si Télé 50 est impliqué dans l'affaire, ou la RTNC 1, 2, 3, ou peut-être 17, je n'en sais rien, mais le gouvernement congolais ne peut pas commencer. Et si demain, toutes ces télévisions-là ferment parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer ces taxes, on fait comment? Il y aura maintenant un problème social. Il y aura des dizaines, des centaines de familles qui n'auront plus d'emploi parce qu'il y a une directrice de la DGRAD qui répond 4 mois après. Non, madame, non, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses. Et j'allais terminer par un directeur général d'une grande firme. C'est un Libanais qui m'a dit un jour, honorable Vouemba, 2 fois ça me fait mal au cœur qu'il n'y a plus de grands patrons congolais. Ça n'existe presque plus de toutes les façons. Les grandes familles congolaises, commerçantes, il n'y en existe presque plus. Et alors, dès lors que... L'économie est dans les mains des Indo-Pakistanais, il ne faut pas... Dès lors que vous bénéficiez, vous donnez un apport à d'autres et que le vôtre, vous les maltraitez, vous l'avez qu'à voir au ministère des Finances.
Pour le paiement de la dette intérieure. Madame, c'est grave. En 2008 ou 2009, quand le ministre Matata a été ministre de Finances, suite à ce que nous lui avons demandé à l'Assemblée nationale, il a commencé à ouvrir un tout petit peu. Un petit peu. Mais maintenant, c'est refermé. Or, il y a beaucoup de familles congolaises qui ont servi l'État, qui ont donné le leur à l'État, qui se retrouvent aujourd'hui sans euro. Les familles disloquées, 2 fois certains morts par AVC. Et alors maintenant, vous voulez maintenant continuer jusqu'aux sociétés des télévisions et des radios qui nous instruisent. Et 2 fois à perte. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le volet social. Nous allons terminer par le sit-in des médecins congolais à la primature et un petit pas en arrière. Nous allons suivre la sortie du groupe G7 aujourd'hui à Sainte-Anne, dans la commune des Limites, dans la commune de la Gombe. Tous les indices pouvant faciliter leur identification étaient au rendez-vous ce matin à la place des évolués. Il s'agit des blouses blanches, des tensiomètres et autres. Estimés à plus ou moins 30, ces nouveaux médecins œuvrant dans les services publics ont choisi cet endroit situé à quelques mètres du bureau du Premier ministre pour dire leur ras-le-bol. Nous sommes venus ici demander à notre autorité, la primature, le Premier ministre, de nous aligner pour la prime des risques pour les derniers trimestres de l'année en cours. Et nous sommes venus ici parce que nous travaillons, nous prenons les risques importants liés à notre métier. Nous ne sommes pas payés. Dans les calmes cette fois-ci, ces médecins non mécanisés jusque-là disent être essoufflés après les promesses faites par les ministères des tutelles et celui du budget. Je crois que nous avons commencé par le ministère des budgets. De là, nous avons eu la promesse ferme qu'il y a une enveloppe qui peut servir à notre mécanisation. Et nous a référé à notre ministère des tutelles. Arrivé à notre ministère des tutelles, les listes ont été établies où tout le monde a été identifié. À ce jour, nous sommes réunis au sein d'un collectif de médecins non alignés à la prime des risques qui regorge en son sein 850 médecins. Vous pouvez vous imaginer les personnes qui travaillent pour les pays. Ils sacrifient toute leur vie pour le bien-être de ces pays et des malades. Ils prennent des risques énormes et qu'ils ne touchent pas leur salaire. En attendant, ils ne désarment pas le chemin du travail où ils prestent bénévolement dans l'espoir d'obtenir gain de cause. Médecins du secteur public. Tout a commencé par de cris et des chansons, une ambiance qui détermine la confiance mais également le soutien que réitèrent ces militantes et militants au G7. Aussitôt entré en la salle, le groupe de 7 qui avant était centriste a du coup annoncé ses couleurs. Il se positionne aujourd'hui comme une force de l'opposition. Le G7 se positionne clairement comme une force de l'opposition et en appelle à toutes les forces politiques et sociales, tant à l'intérieur que de la diaspora, convaincus de la nécessité d'assurer l'alternance politique, de se joindre à lui dans un large front républicain pour la réussite de ce combat. Au regard de la situation politique qui prévoit en RDC, ces 7 partis réunis au sein du G7 demandent au gouvernement de cesser d'exercer toute pression sur la CENI. Cette plateforme, qui s'aligne désormais du côté de l'opposition, invite la CENI à se placer au milieu du village en vue de rendre effective la publication du nouveau calendrier électoral aménagé. Le G7 demande avec insistance au gouvernement de cesser de mettre la pression sur la Commission électorale nationale indépendante, l'obligeant à ne pas publier le nouveau calendrier électoral aménagé. Le G7 sait que ce calendrier aménagé existe. La CENI doit donc s'assumer en toute indépendance pour le rendre public toute affaire cessante et en faire ainsi une boussole éclairant les pas des Congolais vers l'alternance politique apaisée qui doit intervenir en décembre
2016. Après la signature de la charte, cette plateforme de l'opposition promet d'élargir le G7 au G7+, ce selon l'adhésion des nouveaux membres. Christophe Lutundula revient ici sur les objectifs du G7. Les objectifs du G7 sont œuvrer pour la matérialisation des valeurs et idéaux proclamés dans les présents actes. Conquérir le pouvoir dans le cadre de telles élections et gouverner sous la base d'un programme commun de gouvernement. Charles Mwendo Simba a à son tour remercié l'assistance. À travers ce geste, le G7 tient à lutter pour le respect de la Constitution et des lois de la République, mais également promouvoir l'alternance politique en République démocratique du Congo. Jean-Claude Vemba, vous avez suivi l'ambiance presque électrique dans la salle Sainte-Anne avec la sortie presque officielle, officielle du G7, même si on l'a appris aussi que la majorité présidentielle a créé son G7 avec les 7 gardiens des dogmes de la majorité présidentielle. Et ils ont dit carrément qu'ils rejoignent l'opposition. On se pose la question, vous allez les accueillir à bras ouverts ou ils sont là, l'opposition n'est-elle pas encore aujourd'hui une sorte de blanchisserie pour ces gens-là? Parce qu'on le veuille ou pas, ils ont travaillé beaucoup d'années avec le président de la République. Ils doivent payer le positif et le négatif de leur mandat. À l'heure actuelle, ce qui nous intéresse, le respect. Mais c'est ce qu'ils disent, ils veulent le respect de la Constitution. Tout simplement. Vous allez tout gommer. Mais madame, tout gommer de leur passage au sein de la majorité. L'opposition n'a pas un bureau central pour recenser les uns et les autres. L'opposition, c'est un état d'esprit. Quand eux, ils se rendent compte de ça, est-ce que vous croyez qu'ils vont venir directement pour supplier les uns et les autres? Non. Ils vont œuvrer en tant qu'opposition. À leur regard, la personne ne peut leur reprocher, puisqu'il y a même le MCR que je tiens à féliciter, le courage politique, les convictions politiques, qui quitte la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour faire partie maintenant du groupe parlementaire de l'opposition. Comment ça va se positionner aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous qui êtes député? Comment il y aura un chamboulement à l'Assemblée nationale? Attendons la semaine prochaine. Par rapport à ce que nous a demandé le président de l'Assemblée nationale le lundi, demain, que nous puissions nous voir par rapport à cela, et puis après les élections, on verra bien. Ça voulait tout simplement dire, c'est quand il y aura maintenant les votes à bulletin secret, qu'on saura qui a la majorité et qui est dans l'opposition. Donc, l'opposition, nous ne sommes pas là pour vilipender. Pour donner carte blanche? Non, pas du tout. Comme rouge, l'a dit à un certain moment Etienne Tshisekedi. Le père de la démocratie congolaise. À chaque fois que les gens quittent ce bateau qui chavire, c'est une victoire pour le peuple congolais. Ces gens-là, même s'ils ont travaillé 9 ans, mais le Christ Jésus l'a dit, pour certains qui croient que Jean-Claude Vemba ne parle que de Bissimbi et de Bankoulou. Même le Christ Jésus l'a dit, une seconde avant votre mort, repentissez-vous et vous serez bénis. Ils viennent de se rendre compte là où ils étaient, ça allait mal. Et qu'ils ne pouvaient plus accepter une certaine ingérence par rapport à la Constitution. Nous allons terminer par le volet social. Vous avez suivi ces pauvres médecins. Parce que moi, je me pose toujours la question... Mais je tenais aussi à dire ceci, oui, je vous en prie. S'il vous plaît. Que le service de renseignement, que la police, maintenant qu'on met l'armée là-dedans, qui cesse l'harcèlement par rapport à ces gens qui viennent de quitter. Vous avez les preuves qu'on les harcèle? Qu'est-ce qui se passe? Quelle forme de harcèlement ils subissent? Quand vous voyez pendant 15 jours, pendant 20 jours, à chaque journal télévisé de la RTNC, de Télé 50 et qu'est-ce que j'en sais, tirer à boulet canon sur Moïse Katumbi, sur Olivier Kamitatou, sur Pierre Lumbi, et sur tout ce monde-là. Ça n'a pas de sens. Ils avaient adhéré librement à la majorité, ils peuvent le quitter librement. Mais tout à fait, madame. On commence même à dire que ce sont des gens qui ont pillé. Mais je demande au procureur général de la République. Pour une fois, je me reviens encore à vous, monsieur le procureur général de la République. Mais prenez tous ces éléments des gens du PPRD, de la majorité des ministres qui disent que ces gens-là ont bénéficié des largesses de la princesse pour commencer à ouvrir les enquêtes. Qu'est-ce que vous attendez encore? Et puis, la RTNC, à la fin, c'est quoi?
On se demande même que fait le CESAC par rapport à ces injures à tout bout de champ. Mais que voulez-vous, mais le CESAC, s'ils essayent, ils mènent des valeurs mettre en tôle. Par rapport à ces pauvres médecins, vous les avez suivis, presque quémandant leur dû au gouvernement, à leur ministère de tutelle. Ils travaillent avec risque et péril. Ce sont des médecins formés par la nation. Ce sont des compétences du pays qu'on néglige. Et on donne peut-être des avantages à des Indo-Pakistanais qui nous donnent du formol dans ce pays. On se pose la question. Madame, c'est là où est le déclin du gouvernement congolais. Même le médecin qui demande leur prime de cette année en cours, on leur refuse. Ce sont des gens qui sont obligés d'être en contact avec la population. Donc je crois, ce gouvernement de bonne gouvernance, qu'ils ont l'habitude de dire, ils disent encore, ils sont des surdoués. Des surdoués. Des technocrates. Qu'à la place des évolués. En plus, ils n'ont pas choisi quelle place. La place des évolués, c'était une place quand, dans les années 50, au début des années 60, quand vous vous y retrouvez là-bas, c'est pour que le Premier ministre Lumumba vous écoute, pour que le Tchombe vous écoute, pour que les Kasavubu vous écoutent. Mais le Premier ministre Matata est là, malheureusement, il ne va pas les écouter. C'est pas seulement le médecin, il y a aussi des infirmiers, madame, que leur avantage est resté de 15 000 francs pour certains et de 30 000 francs pour d'autres pendant des années. Or, ils doivent nécessairement arriver dans des 100 000 francs, leur avantage. Mais malheureusement, on ne leur donne pas. Tout cela pour vous dire, madame, le climat social est malsain dans ce pays. Le peuple congolais meurt parce que le social n'est pas respecté. Vous, les députés, vous touchez des émoluments assez faramineux, qu'on le dise aussi. De façon, madame, vous avez souvent l'habitude de faire le procès des députés. Moi, je dirais tout simplement, je ne réunis pas les émoluments que je gagne, mais je le partage avec mon peuple de Kassangolo. Ok. Voilà, ce sont les derniers mots de Jean-Claude Vemba. Vraiment, merci à l'honorable, l'élu de Kassangolo, d'avoir accepté de passer à la barre. L'expression est consacrée. Merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Je vous suggère, et je le dis depuis un certain temps, les politiques congolais se sont réveillés et ils tweetent. Alors, nous causons beaucoup avec eux. C'est à travers le compte Twitter que nous avons beaucoup d'informations. Et j'incite aussi, en tout cas, surtout les jeunes de l'ISTI, les jeunes qui vont aller à l'ISTI et qui doivent être en contact avec l'information. L'Internet, c'est pas seulement Facebook pour poster vos photos. Allez sur Twitter et ayez un peu l'information. Ça, c'est vraiment un petit conseil à ma fille aînée, Jade Lofoli, qui va aller à l'EFASIC cette année. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est avec plaisir que j'étais avec vous ce dimanche. Merci à toute mon équipe technique et merci encore une fois à vous pour votre fidélité. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.